Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isole Turan et j'ai avec moi Anne. Bonsoir. Bonsoir à tous. La thématique de ce soir n'est pas une thématique propre aux Antigones, mais à nos amis féministes, c'est la thématique de l'égalité. Alors on va peut-être commencer par définir le terme, parce qu'il semble qu'on parle pas tout à fait de la même chose selon nos interlocuteurs quand on parle d'égalité. Alors, l'égalité peut avoir en effet plusieurs acceptions. On en distingue aujourd'hui 3 vagues. L'égalité de droit, qui est donc en fait l'égalité devant le droit, c'est-à-dire le fait qu'on est tous soumis au même droit. Ensuite, il va y avoir l'égalité de fait, qui est une égalité cette fois-ci à vertu discriminatoire, c'est-à-dire qu'on va essayer de régler une forme de justice à l'intérieur des états de fait. Donc ça va être, pour donner un exemple, le fait de faire de la discrimination positive. On va favoriser quelqu'un pour essayer de le mettre dans une situation théoriquement égale à autrui. Et enfin, la 3e vague, la dernière vague d'égalité, c'est ce qu'on va appeler l'égalité intégrée. Donc là, c'est un mixte en réalité entre l'égalité de droit et l'égalité de fait, où ce qui va permettre de trancher dans un sens ou dans un autre, ça va être un peu le bon vouloir économique, l'arbitraire, je ne sais pas trop en fait. Mais du moins, en tout cas, c'est cette fameuse égalité intégrée qui a été l'égalité mise en avant lors de 2013, la fameuse loi égalité femmes-hommes, dans laquelle on avait tantôt des dispositions discriminatoires en vue de mettre les femmes en avant, comme par exemple des questions de quotas ou ce genre de choses dans les médias ou ailleurs. Et puis, par moment, on avait une égalité pure, une égalité juridique. Voilà, donc dans cette loi égalité femmes-hommes de 2013, on oscille entre les deux de manière un peu arbitraire. On a déjà long historique clair en fait de ces glissements sémantiques autour de la notion d'égalité, puisqu'en fait, on le voit dans le droit, la notion d'égalité n'est pas interprétée de la même façon selon les textes. La première conception dont tu parles, la conception historique de l'égalité, donc l'égalité devant la loi, l'égalité en droit, c'est celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est à partir de cette conception de l'égalité qu'en 82, le Conseil constitutionnel avait d'abord rebooté la politique de quotas. Oui, parce qu'en fait, il partait du principe qu'on ne pouvait traiter de manière inégale les hommes et les femmes, et que c'était donc contraire à l'égalité de droit. Par contre, en 96, c'est le même Conseil constitutionnel qui a rendu possible les discriminations positives, pourvu qu'elles répondent à l'intérêt général, au titre de limite et d'exception au principe juridique d'égalité. Donc cette fois-ci, on a estimé que les femmes et les hommes étant différents, on pouvait réaliser un traitement différent, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes. D'où la possibilité de mettre en avant des quotas. Autre information que nous donnent les textes, c'est l'importance des mouvements féministes dans cette évolution de la question d'égalité, puisque cette nouvelle égalité, l'égalité intégrée, intervient donc, tu l'as dit, dans la loi cadre égalité femmes-hommes de 2013, qui a été portée par donc Najat Vallaud-Belkacem, ministre à l'époque des droits des femmes, et dont un certain nombre de propositions étaient inspirées des propositions de groupes féministes. Alors, comme on le voit, cette obsession de l'égalité, elle date pas d'hier, et finalement, on peut se demander pourquoi quelle est la source de cette obsession permanente de l'égalité. Moi, j'ai une première piste de travail, ou du moins de réflexion. Je dirais que ce qui fait cette obsession pour l'égalité, c'est finalement l'obtention de droits subjectifs. Comme on cherche une égalité parfaite, on va chercher à couper les têtes qui sont plus hautes, pour mettre un peu tout le monde à niveau. Et ça va être l'occasion de créer des droits subjectifs par sexe. Là, on va trouver des droits très spécifiques féminins, comme par exemple le droit à l'avortement, ou encore le droit des quotas. Le droit à la PMA pour toutes, c'est d'actualité. Exactement, le droit à la PMA pour toutes, tout à fait. Cette égalité a d'abord été, je pense, une recherche d'obtention de droits similaires aux hommes, mais progressivement a glissé non pas vers des droits qu'on pourrait dire plus de droits que les hommes, c'est pas du tout la question, mais c'est des droits spécifiques. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des droits subjectifs surtout, mais ça ne traverse pas que les questions féministes. On va retrouver cette thématique avec le droit à l'enfant, par exemple. Là où ça recoupe l'évolution des mouvements féministes, cette question des droits A, c'est à travers tout ce mouvement qu'on appelle de l'intersectionnalité dans le mouvement féministe qui a décidé dans les 50 dernières années que la lutte pour les droits des femmes, la lutte pour les femmes, rejoignait la lutte d'autres minorités et qu'il fallait une convergence des luttes pour renverser les rapports de pouvoir. Donc l'intersectionnalité en termes concrets, ça se traduit par la défense par des groupes féministes des droits des minorités sexuelles, comme on les appelle, donc LGBTQI+, des minorités racisées,
marginalisés et autres groupes considérés comme potentiellement oppressés. Et c'est pour ça que du coup, on se retrouve avec des droits A d'abord pour les femmes, puis des droits A spécifiques aux homosexuels, puis des droits A spécifiques à tel ou tel groupe se définissant par une Maintenant, oppression quelconque. on en a pour les handicapés, pour les enfants. Enfin, toute personne qui peut se regrouper dans une minorité quelconque est sujet à un droit A. Et alors là où on a un glissement de terrain, c'est qu'on avait à l'origine un droit qui était général, à l'intention de tous, et on ne pouvait faire de traitement différent que si la situation était objectivement différente. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on va avoir un droit subjectif et privatif, c'est-à-dire qui s'attache en fait à des groupements privés, à leur identité privée, et donc tout ce qui va être capable de constituer une identité. Donc qu'il s'agisse d'une identité sexuelle, d'une identité de handicap presque aujourd'hui, ou d'une identité d'enfance, d'état passager. Par ailleurs, du coup, cette lutte pour les droits A, elle est plus du tout fondée sur un principe de justice, dans la mesure où on demanderait un droit A au titre que d'autres personnes ont ce droit et qu'on l'a pas. Mais à la limite, j'ai l'impression qu'on le revendique comme une réponse à une souffrance. Je souffre de ne pas avoir d'enfant, donc je réclame la PMA pour toutes. Je souffre d'une situation de grossesse non désirée, donc je réclame le droit à l'avortement. Tu abordais à juste titre la question de l'injustice, puisque ce qu'on prétend aujourd'hui chercher au travers de l'égalité, c'est la question de la justice. Et souvent, quand on a cette question d'égalité qui est évoquée par les féministes, ou en tout cas sur des plateaux télé, est toujours brandi finalement le grand drapeau de la justice. Mais déjà, il y a une première distinction, c'est que l'égalité n'est pas synonyme de justice, et bien au contraire. L'égalité, du simple fait qu'elle coupe les têtes qui sont au-dessus, ce grand mouvement d'abaissement ou de relévation qui fait une sorte d'état égal, n'est pas la justice. La justice, c'est à chacun selon son dû, sachant que forcément à chacun sous-entend des différences. Le principe de l'égalité nie les différences. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et nous avons, dans ces revendications féministes, un certain nombre d'injustices. Et leur manière de travailler l'égalité devient de plus en plus injuste du fait qu'elle est arbitraire et subjective, dépendant donc de droit A. Alors pour exemple, il y a par exemple la question des quotas, qui me paraît être un bon exemple pour entrer en la matière. Alors les quotas, ça a été un des grands sujets d'ailleurs de cette fameuse loi cadre égalité femmes-hommes de 2013. Je pense qu'on va y faire référence souvent pendant l'émission. Parce qu'en matière d'égalité intégrée, c'est la première fois que c'est vraiment marqué dans le texte, et je pense que c'est un texte phare en la matière, là, pour le coup. Et par ailleurs, cette loi cadre, elle touche à peu près tous les domaines de la vie, de la politique, au travail, en passant par même l'organisation des familles. On y reviendra. Donc dans l'article 18 bis de cette loi cadre, on prévoit la plus stricte parité en politique, avec donc des candidatures qui sont nécessairement mixtes au municipal, le renforcement des amendes infligées aux partis politiques qui ne respecteraient pas ces objectifs, mais aussi dans le reste de la société, puisque à la base, cette question des quotas était plutôt réservée à la politique et aux hautes études. Maintenant, c'est même dans les instances de gouvernement des fédérations sportives, dans les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture qu'il faudra proposer une représentation strictement paritaire. Le résultat concret de ces politiques, c'est finalement que les postes à responsabilité sont plus pourvus par les individus les plus compétents, mais par 50% d'hommes et 50% de femmes. Oui, par sexe et pas par compétence. Alors il faut rappeler que la décision de 82 que tu évoquais sur la première décision qui s'était opposée en fait à la question des quotas avançait que la seule discrimination qui pouvait être faite pour l'obtention d'un poste était celle des compétences. Le risque que voyait le Conseil constitutionnel en 82, c'était finalement qu'on choisisse un candidat pour son sexe et non plus pour ses compétences. Et là, effectivement, quand on est obligé de faire des listes et de remplir des noms, faut trouver 50% de femmes, 50% d'hommes, et là, on va faire appel à la femme 2, la fille 2, la voisine, une bonne âme qui veut bien se dévouer pour faire la potiche, quoi. C'est quand même ça. Du coup, comme il y a effectivement des femmes qui vont se retrouver là, bien malgré elles, pour rendre service et pas parce qu'elles sont intéressées par le poste, en réalité, on crée une sorte de suspicion généralisée sur la présence de toutes les femmes qui sont là. Donc les femmes qui sont effectivement compétentes, qui maîtrisent leur poste et qui ont envie d'être là, vont être suspectées, comme certaines de leurs consoeurs qui seraient peut-être là plus par obligation, d'être là simplement pour faire tapisserie. Et donc finalement, on ne fait qu'étendre la misogynie ordinaire.
Donc ça, c'est le premier élément. Je pense que c'est effectivement la misogynie ordinaire qui est rampante dans ces milieux-là, qui est rampante en politique et qui ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que, effectivement, on voit plus de têtes féminines. Après, je pense que on dévalorise clairement aujourd'hui une femme quand elle arrive quelque part parce qu'on se demande comment elle est arrivée là. Comment elle en est arrivée là, c'est clairement ça. Les commentaires qui ont été faits sur la plupart des dernières nominations de ministres, c'était que justement elles avaient sans doute été propulsées là pour respecter la parité dans le gouvernement au détriment de leurs compétences. Moi, il y a un autre élément aussi qui me semble important dans cette question des quotas, outre la question de la compétence, il y a la question de la représentativité. Normalement, quand on a un représentant, c'est quelqu'un qui nous représente, donc c'est pas nous. Donc c'est pas parce qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes dans la société qu'il doit y avoir 50% de femmes, 50% d'hommes dans un hémicycle représentatif. C'est pas la question et c'est pas ce qu'on demande aux représentants. En fait, on voudrait être représenté par le meilleur. Enfin, je sais pas, mais moi, si j'avais un problème en justice et que je choisis un avocat qui est donc par nature le représentant, eh ben je le prendrais meilleur que moi parce que je choisis un avocat, donc quelqu'un qui a une compétence supérieure à la mienne. Et là, pour le coup, le fait que ce soit un avocat ou une avocate va certainement pas entrer en ligne de compte. Ça va être les compétences et puis voilà la qualité de la représentation qui va compter en fait. En fait, il y a un glissement de terrain sur l'aspect politique et même administratif, qui est la complète déshérence de la compétence et de la notion de représentativité. Une représentation, c'est pas un miroir, c'est justement c'est un représentant. Donc un représentant, c'est absolument pas lié à l'image qu'on a identitaire de soi. Moi, j'aimerais revenir sur 2 mythes autour des quotas et de la représentation des hommes et des femmes en politique. Le premier, c'est un argument des féministes contemporaines en faveur des quotas, qui dit que, en mettant 50% de femmes dans des instances gouvernementales, en fait, c'est une étape intermédiaire, et puis on va forcer les mentalités, et puis comme les femmes vont montrer leurs compétences, ça va devenir un état de fait, on n'aura plus besoin de quotas. Le résultat, c'est que en fait, on en est à 50 ans de politique de quotas, et en fait, on ne fait que renforcer les politiques de quotas, et en mettre dans de plus en plus de lieux, et en mettre de plus en plus, elles deviennent de plus en plus coercitives. Donc, l'argument selon lequel c'est qu'un passage est fallacieux. Par ailleurs, on l'a dit, ça a plutôt tendance à étendre la méfiance à toutes les femmes. Et par ailleurs, je pense que ça contribue aussi à une forme d'essentialisation. C'est-à-dire que les erreurs qui vont être faites par ces femmes ministres ou dans les municipales ou dans les gouvernements de fédérations sportives, etc., vont être imputées à leur sexe et pas à leurs compétences, parce que justement, elles sont là à cause de leur sexe. Donc forcément, on va dire, du coup, il faut plus de femmes. Enfin, il va y avoir une réaction totalement primaire de se dire, il faut pas autant de femmes en politique, il faut plus de femmes en politique, parce que de toute façon, elles disent n'importe quoi. Non, c'est l'erreur d'une personne, qui aurait pu être faite par un homme aussi. Voilà. Et là, on touche le profondément injuste, en fait. Ces quotas-là, sous couvert d'égalité, sont profondément injustes, à tous les niveaux. Et une autre essentialisation qu'on peut trouver dans d'autres milieux, qui va être totalement l'inverse, plutôt dans une vision différentialiste des rapports entre les sexes. Ça va être des gens qui, à la base, sont pas forcément partisans du féminisme contemporain, qui vont vous dire « Ah ouais, mais c'est bien qu'il y ait des femmes au pouvoir, parce que quand même, les femmes... je pense que s'il y avait eu des femmes au gouvernement en 14 ou en 39, on n'aurait peut-être pas fait la guerre. » Et ça, c'est un autre mode d'essentialisation qui, à mon avis, est complètement inopérant, et par ailleurs très faux, parce qu'on considère dans cette perspective-là que les qualités sont réparties nécessairement par sexe. Donc les femmes vont être douces, gentilles, vouloir la paix, et les hommes vont, parce qu'ils détiennent la force, vouloir la guerre, être méchants et créer l'injustice. Mais c'est totalement inopérant, et c'est totalement faux. Il y a qu'à voir Margaret Thatcher. Il n'y a qu'à voir Margaret Thatcher, c'est pas la seule. Quand on étudie la différence entre hommes et femmes, la complémentarité, ces choses-là en profondeur, on voit que oui, bien sûr, il y a des différences entre les sexes, mais aucun sexe n'a le monopole de la violence. Il y a simplement des modes différents d'exprimer, des manières différentes de l'exprimer. Donc c'est pas parce que c'est une femme à la présidence qu'il y aura moins de guerre. Je pense pas qu'il y aurait moins de guerre dans le monde si on avait eu Madame Clinton plutôt que Trump au pouvoir aux États-Unis. Hein ? Ou du moins, en tout cas, ça serait pas attenante à son sexe. On va passer à une autre des thématiques très précieuses à nos amis féministes, qui est la fameuse égalité salariale. Alors ça, on en entend tous les jours, l'égalité salariale, l'égalité au travail, l'égalité des femmes dans l'entreprise. Alors,
La première étape que je signalerai, c'est que cette égalité salariale ne touche que les salariés qui ne représentent pas toutes les personnes du monde. Tout le monde n'est pas salarié. C'est le premier bémol. Néanmoins, on va dire qu'effectivement, une grande partie des gens en France sont salariés, et souvent dans le tertiaire d'ailleurs. Donc ça touche quand même pas mal de monde. Ensuite, il faut peut-être revenir sur les chiffres aussi pour qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'on a tendance à balancer un ou deux gros chiffres. L'égalité salariale, ça se mesure à compétences égales et à postes égales, évidemment. Il y a une grande question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il une inégalité salariale ? Je pense que c'est la première question, si inégalité il y a. Et où est-ce qu'elle se trouve peut-être aussi ? Notons qu'il y a quand même des lieux où il y a de moins en moins d'inégalités salariales, dans la mesure où énormément de grandes entreprises ont des grilles de salaire extrêmement strictes en fonction des postes, en fonction des diplômes et ce genre de choses, et au sein desquelles il n'y a pas vraiment la place pour des inégalités salariales. Celles-là, elles se retrouvent beaucoup plus dans des entreprises plutôt de petite ou de moyenne taille. Alors, petite et moyenne entreprise, en effet. Pourquoi on retrouve une disparité de salaire, en fait, entre les hommes et les femmes ? Parce que c'est vrai qu'il y en a une en fin de carrière, quand on prend les gens, je sais pas, à l'âge de la retraite, on peut de manière évidente voir qu'il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes. Enfin, faut pas être con. Au cours de la carrière, c'est effectivement plus difficile à voir. Après, il y a une réalité, c'est quand on arrive en fin de carrière, on regarde, on se retourne, on prend les salaires des uns et les salaires des autres, on regarde même la retraite, et là, on voit l'écart juste magistral. Donc, imputer ça à l'inégalité salariale, c'est une chose, mais il faudrait peut-être s'interroger sur la raison fondamentale de ces écarts qui sont une évidence en fin de carrière. Imputer ça au sexisme, c'est très facile, mais c'est pas suffisant pour répondre à la question. Le sexisme dans les entreprises, ça peut peut-être exister éventuellement, mais la réalité des inégalités salariales, c'est quand même l'éléphant au milieu du salon, c'est les enfants et c'est la maternité. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la fameuse loi cadre égalité femmes-hommes proposait plus de places en crèche. Alors c'était amusant, il parlait d'égalité salariale, donc là on avait l'impression d'avoir affaire au sexisme le plus ultime, au grand capital et au grand méchant patron incapable de voir les qualités et les vertus féminines. Et puis d'un coup, on se retrouve avec des questions de place en crèche. Donc bon, à croire que le gouvernement est lucide finalement. Et on avait aussi un autre grand sujet qui avait fait une levée de bouclier, c'était la question de la répartition des congés parentaux. Voilà. Parce que le seul endroit où finalement on reconnaît la place de la maternité dans les questions d'égalité salariale, c'est lorsqu'il s'agit de s'immiscer dans la vie des familles. Là, ça devient une excuse bien pratique pour aller très très loin dans la coercition, puisque donc cette loi cadre égalité femmes-hommes prévoyait donc à l'origine, pour le premier enfant, il y avait à l'issue du congé maternité, la possibilité de prendre un congé parental, donc c'est le père ou la mère, au choix de chaque famille, qui pouvait le prendre de 6 mois, et à partir du deuxième enfant, de 3 ans. La loi cadre égalité hommes-femmes a étendu le congé parental pour le premier enfant à 1 an, sous réserve que ce soit le deuxième conjoint qui prenne les 6 derniers mois, et a écourté d'une certaine manière le congé parental à partir du deuxième enfant, puisque sur les 3 ans possibles, il faut que les 6 derniers mois soient pris par l'autre conjoint. Donc dans les faits, ça signifie que si vous voulez bénéficier d'1 an de congé parental pour votre premier enfant, il faut que monsieur en prenne 6. Si vous voulez bénéficier de 3 ans de congé parental, il faut que monsieur en prenne 6. La réalité, c'est qu'en fait, il y a très peu de pères qui prennent ce congé parental et que c'est le congé parental des mères qui se voit écourté. Et donc on a l'air de s'éloigner un petit peu de la question de l'égalité salariale, et pourtant nous sommes en plein dedans. En effet, la raison pour laquelle les femmes sont moins payées à terme à l'issue de leur carrière, c'est parce qu'elles sont moins là. Elles sont moins présentes en entreprise, et donc elles ont souvent plus de scrupules à demander effectivement des primes, des augmentations, quand elles savent qu'elles sont en train d'essayer de mettre le 3e en route, et qu'elles ont déjà été absentes durant deux congés maternité et potentiellement des congés parentaux. Et potentiellement des congés parentaux. Donc il y a une vraie difficulté de ce point de vue-là au moment de la négociation du salaire, et même parfois au moment de l'embauche, c'est-à-dire qu'une femme qui a sa jolie bague et qui vient de se marier et qui espère que l'été prochain elle sera enceinte,
eh bien c'est très compliqué pour elle d'avoir l'affront de demander un salaire 4 fois celui qui lui est proposé parce qu'elle sait qu'elle ne va pas rester. Mais c'est d'ailleurs une question qui est encore posée dans des entretiens d'embauche. Vous comptez avoir des enfants bientôt ? Cette question, si elle n'est pas légale, elle existe. Et de toute façon, il n'y a qu'à voir la bague au doigt et l'âge de la jeune femme pour savoir ce qu'il en est. Et à la limite, ça devient une discrimination qui est imposée à toute une tranche d'âge, en fait, à toutes les femmes. C'est là où, en fait, le choix de la maternité entre peu en compte, puisque en évaluant l'âge de la potentielle candidate à un emploi, on va en déduire qu'il y a potentiellement enfant. Le truc, c'est que pour ces petites et moyennes entreprises, puisque c'est souvent de celles-là dont il est question, ces maternités sont la double peine. Parce qu'en fait, elles vont continuer à payer les charges patronales lors de l'absence de leurs salariés et vont devoir mettre des procédures en place pour pouvoir les remplacer. Donc elles vont payer beaucoup plus en l'absence d'un congé parental. Donc c'est non seulement quelqu'un de formé qui s'absente, mais en plus de ça, il va y avoir toutes les charges attenantes et ça peut durer longtemps. Et donc, on comprend mieux, au vu de l'argent que ça nécessite et de la fragilité de ces entreprises, l'angoisse et l'inquiétude qu'il y a derrière. Alors, une disparité salariale à l'intérieur de grandes entreprises est moins compréhensible, puisqu'effectivement, elles ont plus les épaules pour supporter. C'est pour ça que ces entreprises-là peuvent finalement se permettre et se payer le luxe, en final, d'avoir des grilles de salaire strictement et parfaitement égales et des politiques de soutien des maternités extrêmement favorables. En plus, dans ces petites et moyennes entreprises, non seulement on paye les charges de la salariée absente, mais par ailleurs, ça représente un coût non négligeable d'aller embaucher quelqu'un entre-temps. Et du coup, la personne qui part en congé maternité est souvent pas remplacée, ce qui fait que c'est aussi les collègues qui vont payer le prix de la personne absente, avec une charge de travail augmentée. Et puis on va pas se mentir aussi, il y a aussi le phénomène de multiplication, c'est-à-dire qu'en général, quand dans un service communication, il y en a une qui tombe enceinte, ça donne envie aux autres et que c'est souvent tout le service C'est des épidémies en fait. Voilà. Non, mais imaginez une entreprise de 10 personnes sur lesquelles il va y avoir 3 absences pour congé maternité. Enfin, l'entreprise, elle dépose le bilan dans l'année, quoi. C'est impossible à gérer. Impossible à gérer parce qu'il n'y a pas financièrement les aides. Au lieu d'aborder cette question-là et de traiter ces questions de poids financier que la grossesse représente pour les congés parentaux, enfin pendant les congés parentaux et les congés maternité, eh bien on se retrouve avec en fait une demi-teinte gouvernementale qui va chercher à réduire ses congés parentaux au maximum, qui va chercher à faire en sorte que l'homme le prenne autant que les femmes, c'est-à-dire se dire que en fait on va multiplier le risque, maintenant il n'y a plus que les femmes qui vont le prendre, ça peut être aussi un homme, donc maintenant on va aussi discriminer les hommes de 25 à 35 ans, ça va être parfait. Plutôt 40, parce que les hommes les font un peu plus tard, donc je dirais plutôt 35-50 ans, pour être sûr qu'ils prennent pas un congé paternité, mais ça devient l'angoisse en fait. Et le problème de fond dans cette loi n'est pas abordé, c'est-à-dire la question du poids que représente la maternité pour ces entreprises et pour le travail. Et à quel moment la société prend ses responsabilités là-dedans ? Parce qu'il faut quand même rappeler là-dedans que la génération, c'est pour renouveler la société. C'est faire des enfants, c'est aussi un service qui est rendu à la société entière, d'autant plus en France, avec les systèmes de répartition qu'on connaît, qui sont basés quand même sur une forte natalité. Il y a un moment, il faut aussi que la société prenne ses responsabilités vis-à-vis de ça et arrête de rejeter le poids financier, la charge que ça représente sur les entreprises et les femmes. Non mais après, de toute façon, ils ont décidé de faire de l'immigration massive et d'amener la génération suivante par bateau via la Méditerranée. Ça règle le problème parce qu'en plus, on n'a pas de soins de santé jusqu'à la majorité de ces personnes-là. Il n'y a pas à suivre toute leur enfance, il n'y a pas à payer leur éducation. C'est absolument parfait. Donc là encore, au niveau de l'égalité, on se retrouve là avec une injustice patente sur les femmes, puisqu'en fait on se retrouve avec des entreprises qui sont acculées à risquer des peines sous prétexte d'inégalité salariale, des femmes qui sont de plus en plus mal à l'aise face à cette dynamique parce qu'elles savent pas trop où se mettre, avec des pressions à l'avortement de la part de l'employeur, parce que ça existe, ça, hein. C'est interdit aussi, c'est illégal, mais ça existe. L'employeur qui se supplie en disant « mais imagine, la boîte va couler si tu fais ton 3e », bon c'est compliqué quand même.
Alors qu'il existe des solutions très simples, comme par exemple, effectivement, tu le signalais, faire en sorte que ce soit un poids porté par toute la société et non plus par les employeurs. Mais pour trouver les bonnes solutions, il faut aussi accepter de se poser les bonnes questions. C'est là où on voit quand même que la notion d'égalité est devenue une notion profondément idéologue. C'est que on met de l'égalité à toutes les sauces, mais derrière on refuse de se poser les bonnes questions. Et moi je vois aussi dans l'égalité salariale, à travers ce qu'on a évoqué sur le congé parental notamment, une occasion absolument parfaite pour les idéologues d'aller s'immiscer dans la vie des gens, avec toutes les propositions attenantes des groupes féministes qui ne sont pas encore traduites en droit, hein, mais des propositions seront faites un jour, sur les répartitions des tâches entre hommes et femmes dans le couple, parce que c'est rattaché aussi par ces groupes féministes à la question du travail des femmes. Dans la question de l'égalité au travail, il y a des questions qui dépassent la question de l'égalité salariale. Il y a aussi la question de l'égalité des hommes et des femmes face à la pénibilité du travail et à tous les risques professionnels. Et là, quand on adopte une position qui est celle du féminisme français, qui est celle du gouvernement à l'heure actuelle, une tendance à nier les différences hommes-femmes, on se retrouve avec des injustices patentes, avec des femmes qui prennent des métiers à haut risque, dont les conséquences sur leur santé vont être autrement plus graves que le serait sur la santé d'un homme. Mais bon, on peut penser que quand on a vu que le gouvernement déplorait le fait qu'il n'y ait pas trop de femmes couvreuses dans le bilan quinquennal de Hollande, il y a un petit chapitre sur l'orientation féminine dans les professions, notamment les couvreurs, en disant qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes qui sont couvreurs. C'est vraiment dramatique. On se dit que la nana enceinte de 6 mois sur le toit, c'est un peu compliqué quand même. Il y a des cas évidents où ça saute aux yeux comme celui-là. Après, dans certains de ces cas-là, dans certains métiers dans lesquels les risques sont plus largement reconnus, il y a des possibilités d'arrêter les femmes un peu plus tôt. Après, ça va nécessairement nuire à leur vie dans l'entreprise, hein. Ensuite, il y a aussi tous les enjeux de santé qui sont invisibles ou qui sont tués à l'heure actuelle avec l'exposition à des toxiques à haute dose. Donc, dans des entreprises chimiques au risque connu, je sais pas, je pense à la Vallée de la Chimie à Lyon, là, on va peut-être pouvoir obtenir un départ de la femme enceinte bien anticipé. Mais je suis désolée, il y a des toxiques extrêmement violents aussi dans l'industrie agroalimentaire. Et comme c'est pas reconnu, comme c'est pas dit, comme c'est plutôt un grand secret, les femmes vont continuer à être confrontées pendant leur grossesse à ces risques-là. Il y a aussi toutes les questions de pénibilité au travail. Je pense aussi à tout ce qui est femmes de ménage, où là aussi on a une exposition aux toxiques qui est importante, avec là encore beaucoup de fausses couches et des grossesses très difficiles à mettre à terme. Et ça fait partie des choses qui sont sous couvert d'égalité complètement tues et pas du tout abordées. Par ailleurs, on s'est focalisé là sur le moment de la grossesse, mais la fertilité des femmes, elle dépasse largement ce moment-là, puisque pour pouvoir tomber enceinte, il faut quand même avoir un corps en bonne santé et un cycle féminin fonctionnel. De même, il faut qu'il y ait un homme avec des spermatozoïdes fonctionnels. Donc là, dans cette perspective-là, l'exposition à des toxiques, de toute façon, va être nocive pour la fertilité humaine et donc pour le renouvellement de la société à très très grande échelle, puisque c'est toutes les personnes potentiellement en âge d'être parents qui sont à risque. Par ailleurs, dans ce cadre-là, les femmes sont particulièrement à risque, dans la mesure où, comme une petite fille naît avec tous ses ovules, c'est le travail de sa mère qui va impacter aussi la qualité de sa fertilité à elle. Donc en fait, quand on laisse des femmes dans des métiers à haut risque, quand on les expose à des produits toxiques, le risque, c'est celui de la fertilité et des renouvellements de la société à très long terme. Donc là, l'égalité homme-femme, elle a beau jeu, mais là, en fait, on parle en réalité de problèmes de santé publique et de problèmes de renouvellement de la société à long terme. Et puis là, on en parle comme ça, mais faut se rappeler qu'on n'a jamais eu autant de stérilité en France. C'est quelque chose de grandissant et ça fait partie des mots dont on ne veut pas parler. Et là, pour le coup, la question d'égalité, elle n'y est pas. On préfère parler plutôt d'ouverture à la PMA pour toutes, sous couvert, là encore, d'égalité. Et sous couvert de nouveaux droits mais complètement décorrélés en fait de la réalité des femmes. Oui, avec cette question de la PMA pour toutes, là on en revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'émission.
En réalité, on a largement dépassé la question de l'égalité femmes-hommes. On est dans une question d'égalité entre couples homosexuels et couples hétérosexuels. Alors, un couple hétérosexuel, c'est, je dirais presque un pléonasme, puisqu'un couple, c'est forcément l'agencement de deux choses qui sont hétérogènes. En revanche, des homosexuels ensemble, c'est une paire. L'injustice fondamentale qu'il y a dans la procréation médicalement assistée ouverte Au couple aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est le déséquilibre par rapport au seul couple fécond qu'est l'homme et la femme. Et non pas une question d'injustice à l'égard des couples homosexuels masculins, par exemple. C'est pas la question. La vraie injustice, elle est qu'on met sur le même plan des personnes qui vont avoir un accident de la vie qui font qu'ils sont infertiles et des orientations sexuelles par nature infécondes. Du coup, dans ce cadre-là, on va accorder une PMA à deux femmes qui sont totalement fertiles et qui n'ont aucun problème de santé, tout simplement parce que leur orientation sexuelle et leur choix de vie créent une stérilité construite. Et là, c'est là où on glisse sous couvert d'égalité d'une injustice à carrément un déni des réalités et à un mensonge institutionnel. Le mensonge institutionnel, là, c'est quand même de prétendre qu'un couple de femmes est stérile, là où il n'y a pas de véritable problème médical de stérilité. Par ailleurs, cet argument de l'égalité va servir à autre chose. Ça va être la pente logique évidente, ça va être l'ouverture de la GPA aux couples d'hommes. Puisque si la logique veut que face à la souffrance des couples hétérosexuels qui n'ont pas d'enfants, on répond par la PMA. Bah oui, mais il y a aussi une souffrance chez les couples de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Bon, bah c'est pas grave, on va faire la PMA pour toutes. Ah oui, mais les couples d'hommes souffrent aussi de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est pas grave, on a une technique appropriée, on a la GPA. Et la boucle est bouclée, et c'est ainsi que l'égalité vogue au gré, je dirais presque des injonctions économiques finalement, parce que là, quand on essaie d'analyser le problème de l'égalité, et dans les exemples qu'on a donnés, on a des formes d'égalité qui sont très variables, et qui sont ni de l'égalité de fait, ni de l'égalité de droit. Et en fait, cet arbitraire bascule dans un sens ou dans un autre au-delà des principes, parce que je pense qu'il bouge avec les questions économiques. Et il bouge en fonction du pouvoir de lobbying des uns et des autres, c'est très clair. Parce que pour pouvoir revendiquer de droit A, il faut réussir à obtenir l'oreille d'un gouvernement ou l'oreille d'instances économiques qui peuvent, elles, se faire entendre. Il y a un juteux business autour de la PMA, il y a un juteux business autour de la GPA. Donc évidemment, ces questions-là et la souffrance de ces minorités-là va devenir prioritaire. Et puis c'est pareil, sur la question des congés parentaux et de l'égalité salariale, il y a un intérêt économique évident de taire le problème, parce que c'est beaucoup plus rentable pour l'État de récolter des amendes en ponctionnant encore les employeurs et de réduire le congé parental plutôt que de s'interroger vraiment sur ces inégalités et là de prendre en charge finalement la maternité qui est le renouvellement naturel de la génération. Très clairement, un homme et une femme qui font un bébé tout seul dans leur coin, ça n'a absolument aucun intérêt économique. Ça avait pour intérêt ce qu'on a dit, le renouvellement de la société. Par contre, quand il faut passer par un médecin, quand il faut passer par un donneur, quand il faut passer par des techniques médicales et des processus médicaux lourds, et effectivement très pointus, là il y a un véritable marché, des enjeux économiques énormes derrière. Et par ailleurs, ce sont des enjeux qui sont pas seulement privés, ce sont aussi des enjeux nationaux, parce que il y a un commerce mondial des gamètes, il y a un commerce mondial des enfants, soyons très clairs, parce qu'il y a des pays qui se sont spécialisés dans la production d'enfants avec des cadres légaux extrêmement souples, et par ailleurs de la chair humaine fraîche sur place. On pense à l'Inde, pays dans lequel on propose à des femmes très pauvres de vendre leurs gamètes, de vendre leurs ovocytes pour vraiment pas cher ou en échange de traitements médicaux dont elles ont besoin. C'est aussi dans ce pays-là qu'on va trouver les ventres pour des GPA. Et donc, c'est tout un business qui participe de l'économie indienne et de son superbe boom en ce moment. Il y a d'autres pays plus proches de nous qui profitent de cette économie. Je pense à l'Espagne, avec les dons d'ovocytes et avec aussi les banques de congélation d'ovocytes. Nous vous laissons ici, chers auditeurs.
Merci Anne pour cette émission de ce soir. Merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez un peu approfondir la question de l'égalité, on vous donne rendez-vous sur notre site www.lesantigones.fr. Vous pouvez aussi retrouver toute notre actualité sur notre page Facebook, bien sûr, Les Antigones, et sur notre fil Twitter. Bonne soirée!